Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public enregistré en public à l'école alsacienne par un temps magnifique qui n'a pas dissuadé un bon peu, comme on dit dans le sud-ouest, de nos auditeurs d'emplir cette salle où tiennent 250 personnes. On n'est pas tout à fait au complet, mais ça n'est pas loin. Nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité avec Jean-Louis Bourlange, essayiste et ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, David Jayes, essayiste et conseil, Antoine Fouché, conseil et essayiste, et Lucille Schmidt, essayiste, mais non conseil, et présidente de la Fabrique de l'écologie. Pour moi, tu aurais pu dire à des conseillers. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Demain, tous immortels », point d'interrogation. Et il est chapeauté ainsi « Cryogénisation, pilule anti-vieillissement, double numérique, implant bionique, nanorobot capable de tout soigner ». Ce numéro du 1 Hebdo fait le point sur les multiples fantasmes d'immortalité alimentés par le courant transhumaniste, certains encore dignes de la science-fiction, d'autres concrétisés par des recherches médicales aux résultats stupéfiants. Notre prochain enregistrement public à l'école alsacienne aura lieu le dimanche 2 novembre, on peut déjà s'y inscrire. Mercredi, nous mettrons en ligne les échanges avec le public enregistrés après notre conversation. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium dont le nombre d'abonnés croît avec une régularité tout à fait admirable et vous pouvez vous y abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Cela dit, ce n'est pas parce que vous pouvez vous abonner gratuitement à notre compendium qu'il ne faut pas songer à nous soutenir. Nous sommes entrés dans la dernière période, les 3 derniers mois qui permettent de défiscaliser de vos revenus de 2025 les dons que vous allez faire, les cotisations que vous allez accorder au Nouvel Esprit Public. Songez-y et ne vous privez pas, puisque c'est la seule, ou en tout cas la très très principale ressource de notre podcast. Nous allons commencer par nous intéresser à ce que nous savons du projet de budget du Premier ministre et à essayer d'en tirer quelques conséquences politiques. Une première version du projet de loi de finances pour 2026 a été transmise jeudi pour avis au Haut Conseil des finances publiques. La transmission de ce projet de loi marque le coup d'envoi du processus de discussion du budget. Le Haut Conseil, organisme indépendant placé auprès de la Cour des comptes, disposera ensuite de 7 jours pour rendre son avis, destiné à être rendu public lors de la présentation formelle du budget par le gouvernement. Le texte devrait être déposé à l'Assemblée nationale au plus tard le 13 octobre, de façon que le Parlement dispose des 70 jours prévus par la Constitution pour en débattre. Le même jour, à la veille des rencontres organisées à Matignon avec le Parti socialiste et le Rassemblement national, l'entourage de Sébastien Lecornu a laissé fuiter 4 pistes de soutien au pouvoir d'achat, en précisant toutefois que rien n'est arbitré. Il s'agit de favoriser davantage les heures supplémentaires par une défiscalisation et un allègement des charges sociales, d'alléger l'impôt sur le revenu des couples modestes en améliorant le mécanisme de décote afin de l'aligner sur l'avantage accordé aux célibataires touchant des montants équivalents, de défiscaliser à nouveau les primes Macron, les primes des salariés gagnant moins de 3 fois le SMIC en 2026, d'encourager les dons familiaux en direction des jeunes générations. Selon les Échos, le projet de budget inclurait une année blanche comprenant le gel du barème de l'impôt sur le revenu et de toutes les pensions de retraite, ainsi que le relèvement du taux de prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital. L'augmentation de la flat tax jusqu'à 36% rapporterait 1,5 milliard d'euros. Le texte devrait comporter une mesure anti-optimisation centrée sur les holdings, certains contribuables très aisés y stockant de l'argent afin d'échapper à l'impôt. Des mesures seraient également en préparation pour lutter contre l'optimisation des pactes Dutreil, cet outil fiscal conçu pour réduire la fiscalité des transmissions et donations des entreprises afin de préserver l'outil productif. Quant à la surtaxe d'impôt sur les sociétés, elle serait reconduite d'1 an, mais son taux serait divisé par 2 par rapport à celui appliqué en 2025. Son rendement atteindrait ainsi quelque chose comme 4 milliards d'euros.
Vendredi, le Premier ministre s'est engagé à ne pas utiliser l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire adopter son budget. L'idée n'est pas nouvelle. Entre 1997 et 2002, Lionel Jospin, à la tête d'une majorité plurielle, avait renoncé à son usage. Et si les débats budgétaires s'enlisaient à l'Assemblée faute de majorité, la méthode Lecornu pourrait dès lors aboutir à l'élaboration d'une loi spéciale ou par le passage du budget par voie d'ordonnance, une première sous la Ve République. Sur cette question, Antoine Fouché. Oui, merci Philippe. Je crois qu'on peut faire deux types de commentaires là-dessus, ou en tout cas au moins un commentaire sur la forme et un sur le fond. Un sur la tactique employée par Sébastien Lecornu, c'est-à-dire le renoncement au 49.3. Et puis peut-être apporter quelques éclairages sur les quelques mesures qui ont fuité et que vous avez citées. Sur la forme, et la tactique parlementaire, moi, il me semble que c'est particulièrement bien joué de la part de Sébastien Lecornu parce que il a pris acte de la situation d'instabilité et de fragilité dans laquelle il était. Il ne fait pas semblant de pouvoir passer par le 49.3, donc il y renonce. Et en faisant ça, il annonce qu'il y renonce, et en faisant ça, en fait, il transfère la paternité du budget du gouvernement vers le Parlement. Et donc, il force les parlementaires à être, en tout cas ceux qui déclarent être des partis de gouvernement responsables, à passer à l'acte, à passer à l'action et à être vraiment des parlementaires responsables. Et de ce point de vue-là, on peut le dire de façon très cavalière, il refile le mistigris du budget au Parlement et aux partis de gouvernement. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est particulièrement bien joué parce que qu'est-ce qui va se passer ? Quelles sont les deux options possibles maintenant qu'il a fait ça ? La première, c'est le Parlement se met d'accord, il y a un accord, un budget est voté sans recours au 49.3. Ce budget-là, ça ne sera pas le budget du gouvernement Lecornu. On est en plein parlementarisme le plus fort tel qu'on a depuis 1958, c'est incontestable. Ça ne sera pas le budget du gouvernement Lecornu, ça sera le budget du Parlement de décembre 2025. Et dans ce cas-là, tous les partis qui le voteront ou qui ne voteront pas la censure devront, qui voteront pour ce budget-là, devront assumer, y compris dans les municipales, aux élections municipales qui arrivent dans les mois qui viennent, le budget qu'ils ont voté. Et donc, comme ça sera forcément un budget de compromis, les mesures dont ils ne voulaient pas au départ. Donc, ils forcent le compromis en obligeant les parlementaires du Parlement, comme il a dit de façon très, je trouve, taquine au Parti socialiste. Ce n'est pas possible d'avoir des parlementaires qui ont peur du Parlement. Donc, parlementaires, n'ayez pas peur du Parlement, prenez vos responsabilités et essayez de faire un budget. Ça, c'est la première option. Il y a un budget et c'est le budget du Parlement. Deuxième option, il n'y a pas de budget. Et dans ce cas-là, la Constitution prévoit, article 47 pour le PLF, 47.1 pour le PLFSS, que le gouvernement peut procéder par ordonnance. Mais dans ce cas-là, il aura une toute autre légitimité pour procéder par ordonnance parce qu'il aura laissé le jeu parlementaire se dérouler de la façon la plus démocratique possible. Et donc, ça sera très difficile, me semble-t-il, ensuite pour les oppositions de le censurer alors qu'elles ont eu la totale capacité pendant 70 jours de se mettre d'accord. Donc ce sera faire preuve, me semble-t-il, d'une forme d'irresponsabilité, après avoir eu 70 jours pour faire un budget, de censurer un budget qui passerait par ordonnance et qui ne serait pas un budget de 49.3. Ça, c'est sur la forme. Et sur le fond, à mon avis, on peut faire rapidement deux types de commentaires sur ce que vous avez dit, Philippe, et qui sont les mesures qui ont fuité, c'est-à-dire d'un côté, en fait, ce que le Parti socialiste ou la gauche en général a réussi à installer dans le paysage, qui est la taxation des plus riches ou des plus aisés, et de l'autre, le pouvoir d'achat ou l'amélioration des revenus du travail. Sur la taxation des plus aisés, moi, ce qui m'inquiète, c'est que on est en train d'accumuler des mesures qui, à la fin, vont représenter le double ou le triple de l'ISF, donc avec des effets positifs, certes, sur les finances publiques, mais des effets négatifs aussi, je pense incontestables, sans avoir le sentiment qu'on a rétabli l'équité fiscale dans le pays. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'ISF, c'est à peu près, ou l'IFI aujourd'hui, c'est 1,5 milliard d'euros. C'était avant 2017, c'était 3 milliards quand les biens financiers étaient dedans. Et là, on est en train d'accumuler avec la contribution différentielle sur les hauts revenus, 2 milliards. Le renforcement de la surtaxe Sarkozy ou contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, 1 milliard. La taxe annoncée par Amélie de Montchalin sur les holdings, 2 milliards. Et éventuellement,
le passage du PFU, du prélèvement forfaitaire unique, donc sur la taxation des dividendes et des plus-values d'actions, de 30 à 36%, encore 2 milliards. Donc à la fin, on a quelque chose qui fait autour de 6-7 milliards, c'est-à-dire 2 fois plus que l'impôt sur la fortune. Et ces mesures-là, rien qu'avec les sigles, montrent que personne n'y comprendra rien, ou en tout cas à la fin, on n'aura aucune mesure symbolique qui donneront le sentiment que le problème de l'équité fiscale a été en partie traité, parce qu'il y a un problème d'équité fiscale, ça c'est sûr. Je pense que on peut penser tout ce qu'on veut de Zuckman, mais sur le diagnostic, c'est incontestable. Et donc, il y a une forme d'équité fiscale à rétablir, mais la manière dont le fait de pas vouloir céder sur le symbole d'un côté et le fait d'avoir fait d'un symbole plutôt que de l'efficacité de l'autre le moteur de la proposition fait qu'à la fin, on risque d'avoir les deux inconvénients, c'est-à-dire beaucoup de prélèvements supplémentaires sans le symbole politique qui permet de réconcilier le pays. Et en un mot sur les revenus du travail, là, pour le coup, donc je vais trop vite parce que Philippe me fait signe, mais il y a aucune des mesures qui sont proposées qui vont changer la donne. Et la donne, quand même, elle est vraiment très préoccupante sur les revenus du travail. L'INSEE a publié les revenus et patrimoines 2024. L'année dernière, les revenus du travail, c'est à peine 1 euro sur 2 des revenus touchés par les Français. Les revenus du travail, c'est 52% des revenus en France. Le patrimoine, c'est 19%. Et les prestations sociales en espèces, c'est 29%. Dit de façon non technique, il y a 1 euro sur 2 en France qui ne vient pas de la fiche de paye. Et quand on prend les nombres des personnes, c'est exactement les mêmes ordres de grandeur. Il y a 50 millions de personnes en France qui ont 18 ans et plus et qui ne sont pas étudiants, 28 millions qui bossent, 18 millions de retraités, 2,5 millions de bénéficiaires des minima sociaux, 1,5 million de chômeurs indemnisés. Ça fait que les personnes qui travaillent, de plus de 18 ans et qui ne sont pas étudiants, c'est 56% des gens. Quand dans un pays, il y a 1 euro sur 2 qui vient pas de son propre travail, et il y a une personne sur 2 qui ne vit pas de son propre travail, c'est forcément un pays qui continue à s'enfoncer dans la vase. Lucile Schmitt. Oui, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord avec Antoine et d'autres sur lesquelles je suis en profond désaccord. Le premier désaccord, c'est évidemment ta vision de Sébastien Lecornu. Certes, c'est un bon tacticien, mais je rappelle que l'enjeu actuel, c'est la crise profonde des finances publiques, la question de la place de la France et la crise de notre modèle. Donc, jouer tactique par rapport à une opposition qui, de son côté, me semble effectivement faire preuve d'une certaine forme d'irresponsabilité, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne attitude. Je voudrais rappeler que la phrase phare de Sébastien Lecornu, c'est quand même d'avoir dit « certains impôts augmenteront, d'autres baisseront ». Vous imaginez un petit peu qu'est-ce que ça signifie par rapport au projet de budget que Lecornu va porter. Ça signifie qu'il va faire baisser certains impôts parce que les socialistes le demandent et il va augmenter certains impôts parce que, d'une certaine manière, il se dit quand même il faut que j'affiche une petite réduction du déficit budgétaire. Or, si la question du déficit budgétaire est à ce point déterminante, eh bien, il faut empoigner la question du déficit budgétaire et ne pas faire de la tactique sur cette question qui, d'après ce que j'ai compris, est une question qui engage l'avenir de la France. La deuxième chose qui me semble importante, et ça, Antoine, tu l'as rappelé à juste titre, c'est l'espèce de créativité fiscale dans laquelle nous sommes aujourd'hui enfermés. Moi, je voudrais quand même rappeler qu'un budget, c'est à la fois quelque chose de technique et ce qui dit quelque chose sur un projet de société. Quel est le projet de société sur lequel le budget de Sébastien Lecornu nous emmène ? Il nous emmène sur l'idée d'une société française en miettes, sur laquelle chacun peut espérer garder sa petite déduction fiscale, tandis que sur l'ensemble de la cohésion sociale, aucune chose n'est faite. Alors, tu as tout à fait raison de dire que les revenus du travail sont aujourd'hui dans une mauvaise situation par rapport aux revenus du capital et aux prestations sociales, mais l'enjeu, c'est aussi d'arrêter de faire du donnant-donnant en recevant les uns puis les autres. Et il me semble que là, il y a quelque chose qui, en termes d'architecture globale, est profondément contestable. Lorsqu'on préparait cette émission, on avait une espèce de liste à la Bouvard et Pécuchet de ce qu'est la créativité fiscale dans ce pays, qui ne s'est jamais arrêtée, qu'il s'agisse de la droite ou de la gauche. C'est d'ailleurs quelque chose dont un spécialiste des questions fiscales me disait ça a commencé avec Louis XIII. Donc on est dans une situation où on a à la fois une administration fiscale effectivement créative, qui peut porter une augmentation fine, comme tu viens de le dire, de certains types d'impôts, mais ça aboutira peut-être à un jeu à somme nulle, et ça c'est un enjeu quand même très compliqué.
Tu as tout à fait raison de dire que la question de l'équité fiscale est fondamentale. Mais là-dessus, moi, je serais assez critique sur la façon dont l'opposition de gauche a porté ce sujet de l'équité fiscale en ayant en tête que la taxe Zuckman, comme une sorte de totem, était quelque chose qui pouvait en fait emporter la question de l'équité fiscale. Pourquoi ne pas avoir fait plutôt des propositions plus précises, plus opérationnelles, alors même qu'on sait que lorsqu'il s'agit de créer une taxe avec des conditions d'opposition aussi fortes, on ne peut pas imaginer qu'elle puisse être vraiment opérationnelle avant tout simplement les présidentielles ou après. Il y a un enjeu sur la façon dont on peut sortir d'un débat ultra symbolique avec des postures à un débat opérationnel. Ça me semble être un point vraiment central. Et puis, il me semble aussi que dans cette histoire-là, vouloir toujours refiler le mistigris du budget, c'est au fond faire la courte échelle s'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, au Rassemblement national. Et donc ce jeu tactique assez mortifère dans lequel on enferme ses adversaires politiques à court terme, c'est un jeu qui me semble extrêmement dangereux. Je voudrais aussi ajouter une chose, c'est que du côté des oppositions, moi, je ne suis pas forcément toujours en train de défendre le MoDem, mais le seul qui ait vraiment pris une position que je trouve un peu raisonnable, c'est Marc Fesneau, qui dirige le groupe démocrate à l'Assemblée nationale et qui a dit nous, au sein de la majorité, enfin l'ex-majorité du groupe commun, de la majorité de l'ex-majorité d'Emmanuel Macron, je sais même plus le dire, on demande quelque chose sur l'architecture budgétaire. Qu'est-ce qu'il a fait, Bruno Retailleau ? Il a conditionné sa participation au gouvernement au fait qu'on prenne des mesures très fortes sur l'immigration. Excusez-moi, je pense que tout ça est encore une fois une question de posture et que le problème, c'est que l'ensemble des acteurs politiques ont en tête évidemment la présidentielle, ensuite les municipales et une éventuelle dissolution. Chacun joue tactique et personne ne joue véritablement économique et social. David Jez. Oui, moi je voudrais d'abord dire que ce budget n'échappe pas à la navrante chorégraphie à laquelle on assiste depuis trop longtemps en France, chaque année au moment de la saison budgétaire qui correspond peu ou prou à la saison des champignons, c'est-à-dire à l'automne. Aucune vision d'ensemble. Personne ne comprend rien aux ordres de grandeur et aux masses financières qui sont en jeu. On débat de mesures de rafistolage, de coups de rabot, et vas-y que je te supprime un abattement ici, et vas-y que je te rajoute une exonération par là, et vas-y que je te réduis un crédit d'impôt par là, et vas-y que je t'augmente un taux par là. Personne n'y comprend rien, et c'est navrant parce que le budget d'une nation, c'est l'acte politique par excellence qui est censé synthétiser, résumer la vision et le projet qu'on porte pour une société. Par ailleurs, cette annualité budgétaire est absolument navrante. Dans une époque où on a des investissements de long terme pour la décarbonation, pour les infrastructures énergétiques, pour le réarmement, pour l'avenir tout simplement, qui sont très importants, et où on a une dette qui est de l'ordre de 110% du PIB, et un déficit public qui en 2024 était de 170 milliards. Quel a été le principal sujet de débat public pendant le mois de septembre ? C'était la taxe Zuckman, une taxe sur 1800 contribuables qui censé rapporter dans le meilleur des cas 20 000 euros. En réalité, nous disent tous les économistes à peu près sérieux, entre 5 et 10 000 euros, sans compter les effets de bord sur l'activité. 10 milliards, oui, pardon. Je vois pas pourquoi on serait à ça près. Mais dans ces affaires budgétaires, les chiffres ne comptent pas. Voilà. C'est mon côté Krasuki, mais sans compter les effets de bord sur l'activité économique, puisque la taxation du patrimoine professionnel, des biens professionnels, est probablement la dernière chose à faire dans un moment où on a justement besoin de relancer l'activité. Sur la manœuvre, moi je la trouve moins astucieuse que Antoine ne le disait. D'abord parce que je suis toujours étonné de ces engagements qui consistent à renoncer à utiliser des instruments qui sont dans la Constitution. On peut critiquer le 49.3. Il est vrai que ces dernières années, je me souviens de Madame Borne qui, au moment des débats budgétaires, déclenchait un 49.3 tous les 3 jours. Ça avait un côté tragicomique, mais rocardien surtout, et rocardien. Mais c'est un instrument constitutionnel, c'est une prérogative constitutionnelle. S'en priver nous amène à mettre le doigt dans un engrenage dangereux. D'autant plus que je ne crois pas, vu la fragmentation politique de l'Assemblée nationale aujourd'hui, qu'il puisse sortir quoi que ce soit de bon du débat parlementaire. Ça va être 70 jours de guerre de tranchées, d'enlisement, d'amendements tous plus absurdes les uns que les autres, et à la fin, qu'est-ce qui va se passer ? Un budget adopté par ordonnance. Donc, un gouvernement qui sera taxé d'être à la fois fantomatique et à la fois autoritaire. C'est vraiment, à mon avis, l'inverse de l'effet recherché. Donc moi, je préconiserais, dans la situation très difficile qui est la nôtre, on ne peut pas faire un budget en base zéro, on ne peut pas se mettre d'accord sur un vrai plan
de transformation de la France, de revalorisation du travail comme tu le proposes, ou d'investissement pluriannuel. Mais essayons de repartir des vrais ordres de grandeur. Ils sont assez simples. On a un déficit public de l'ordre de 170 milliards d'euros qu'il faut réduire avec un plan pluriannuel et un effort structurel de l'ordre d'au moins 120 milliards d'euros si on veut éviter d'être étranglé. Je vous rappelle que l'année dernière, la charge de la dette était de 60 milliards d'euros. C'est plus que le budget de l'éducation nationale si on enlève les pensions des fonctionnaires. Donc, partons de ces choses-là, très simples. 170 milliards d'euros de déficit, 120 milliards d'euros d'efforts structurels, un travail qui est trop taxé en France et qui est étouffé, et la nécessité d'investir d'ici 10 ans, 2 à 300 milliards d'euros dans l'essentiel, c'est-à-dire notre décarbonation, notre modèle militaire et notre réindustrialisation. J'aimerais que le débat se porte sur ces aspects qui sont, à mon avis, les aspects essentiels, plutôt que de se demander s'il faut augmenter la flat tax de 30 à 31%, ou s'il faut créer une contribution exceptionnelle à un abattement qu'on a supprimé l'année dernière pour rajouter un crédit d'impôt dont on a préalablement baissé le taux, mais qu'on a raboté d'un demi-point 2 ans auparavant. Jean-Louis a évoqué une comparaison entre Elisabeth Borne et Michel Rocard, et sur l'usage du 49.3, je pense qu'il y a beaucoup de différences entre Madame Borne et Michel Rocard. Certaines sont visibles à l'œil nu. L'autre, en ce qui concerne le 49.3, tient au fait que les 49.3 de Rocard étaient négociés. Ils étaient négociés par Guy Carcassonne avec les partis qui n'étaient pas des soutiens du gouvernement de Rocard, mais qui ne voulaient pas le renverser non plus. Donc, il disait à Carcassonne, utilisez donc le 49.3. Nous, on ne pourra rien faire, tandis que si vous nous mettez au pied du mur, on va être obligé de voter contre vous, et ça a marché pendant très longtemps. C'est une forme d'hypocrisie productive que n'ai pas trouvé dans les méthodes de Madame Borne. Jean-Louis Bourlanges. Oui, sur le 49.3, il y a une chose qui m'étonne, c'est qu'on dise systématiquement que c'est fait pour tenir la majorité. C'est vrai que ça a été le cas sous Raymond Barre, et d'ailleurs avec le raisonnement que vous venez de faire. C'est-à-dire, les Chiraciens disaient à Barre, nous ne voulons pas vous cautionner, nous ne voulons pas vous renverser. Donc, utilisez le 49.3. Mais le 49.3, c'est pas, Madame Le Pen a répété, c'est un instrument à l'usage de la majorité. C'est pas vrai. C'est un instrument de responsabilisation du Parlement dans toutes ses composantes. Et je veux dire que sur les conseils d'un ami qui venait de lire Jean-Pierre Spitzer, pour ne pas le nommer, qui venait de lire des interviews de Pierre Pfimlin, il me signalait que les souvenirs de Pierre Pfimlin sur l'introduction du 49.3. Et il disait, Pfimlin, que De Gaulle était apparu dans le conseil, le comité constitutionnel qui s'est réuni à l'été 58, non pas du tout avec un projet étouffé, mais avec des grandes orientations, et il s'en était remis pour les dispositions techniques, il s'en était remis un peu au comité qui représentait les partis. On avait beau dire qu'il n'y avait plus de partis, il y avait les partis, et notamment Pierre Pfimlin représentait le MRP, était en plus le dernier président du Conseil de la 4e République avant le général de Gaulle. Et c'est Pfimlin qui a introduit qui a inventé ce dispositif, le 49.3, en disant ce qui nous a manqué, la seconde chose qui leur a manqué sur la 4e République, c'est le droit de dissolution. Là, on a utilisé le droit de dissolution de façon très maladroite, donc exit la dissolution, enfin on verra jusqu'à un certain moment. Et puis le 49.3. Donc c'est quelque chose qui ne vient pas du tout de Gaulle a priori, ça vient des praticiens de la 4e République qui voyaient bien qu'il fallait trouver quelque chose de cet ordre. Ce point d'histoire pour Pardon, mais il y avait quand même un droit de dissolution. Edgar Faure s'en est servi. Il y a aussi beaucoup d'absence de courage. Là, Monsieur Meyer me cherche dans mes derniers tranchements, me poursuit dans mes derniers tranchements. Il s'en est servi de façon extrêmement maladroite. C'est comme si un théoricien de la dissuasion lançait l'arme atomique avant de faire aucune semonce. Là, le général Gallois se retournerait dans sa tombe. La dissolution, ça n'a de sens que comme un instrument annoncé. Or, la dissolution de la 4e République, celle qui a pris, en plus qui a été publiée le 2 décembre
Ça, c'était vers la trouvaille. Le 2 décembre 55, personne n'avait vu venir parce que le gouvernement Edgar Faure il y avait une possibilité de dissolution extrêmement limitée sur la 4e République qui demandait des conditions de majorité qui étaient pratiquement totalement inopérantes et totalement non intégrées par les hommes politiques de l'époque. Donc ils ont trouvé le droit de dissolution comme ça. Celui qui avait défendu fortement le droit de dissolution sous la 4e République, c'était le président Reynaud. Paul Reynaud il était partisan d'une dissolution automatique parce qu'il voulait purger la dissolution de ce vieux fantasme monarchiste, puis MacMahon, etc., qui faisait que c'était un pouvoir régalien contre l'Assemblée. Il disait non, c'est un pouvoir, ça doit être un pouvoir primo-ministériel ou automatique, obligeant l'Assemblée à être responsable. Bon, sur la question, parce que maintenant j'ai fait un grand hors-sujet. Je disais... On était sur le budget. Tout à l'heure que j'avais pas préparé les sujets, mais que j'avais préparé mes hors-sujets. Alors non, sur cette affaire, je crois que ça me fait vraiment penser ce qui se passe au bout du 3e gouvernement, Monsieur Barnier, Monsieur Bayrou et maintenant Monsieur Lecornu. Ça me fait vraiment penser à la définition de la névrose. La névrose, ça consiste à répéter les mêmes gestes en escomptant des résultats différents. Et évidemment, ça ne marche jamais. Or, là, les trois premiers ministres successifs ont été confrontés à une situation dans laquelle ils savent très bien que les forces politiques ne sont pas du tout d'accord pour définir une stratégie économique, une stratégie internationale, une stratégie militaire, une stratégie écologique. Il n'y a aucun accord entre ces trois-là, que donc il faut bâtir un projet qui est déconnecté des besoins du pays. En se disant, il vaut mieux avoir un budget que pas de budget du tout. Et donc, c'est forcément quelque chose qui a été très bien décrite par toi. C'est forcément quelque chose qui est incohérent, où on prend des mesures de tous côtés, mais on ne peut pas donner une lecture quelconque à ce budget. Et je ne crois pas. Alors, c'est vrai que la France est animée de deux passions actuellement. Une passion de l'égalité, mais très peu documentée, très peu analysée, extrêmement mythifiée, alors on aurait dû faire un travail. Pourquoi la pauvreté a-t-elle augmenté? C'est pas le manque de transfert, de dépenses de transfert, c'est tout un ensemble de choses, notamment les ruptures de liens familiaux avec le doublement des besoins de logement, etc. Enfin, tout un ensemble de choses extrêmement... Bon, tout ça n'est pas étudié. L'inégalité, on dit, est-ce que c'est le décile le plus élevé par lequel on doit se situer, ou les 0,01% façon Monsieur Arnaud, personne n'étudie ça, et on n'étudie pas non plus les conséquences précises des différentes mesures. La taxe du trade, moi je veux bien que ce soit inégal, mais si vous supprimez la taxe du trade, vous mettez vraiment l'ensemble des PME dans une situation de précarité évidente. Donc tout ça n'est pas étudié, n'est pas analysé, mais il y a cette passion. La seconde passion, c'est l'immigration et la sécurité, qui est un problème extrêmement complexe et qui n'est pas abordé dans sa complexité. Si bien que face à cela, la seule chose on élimine tout ça, on sait qu'il faut répondre plus ou moins, on élimine tout ça, et la seule chose qui gouverne la décision, c'est ce qu'on appelle assez vulgairement la poloche, la politique politicienne. Qui a intérêt à quoi? Et là, on voit bien que le bloc central, ou ce qu'il en reste, n'a aucun intérêt à la crise. S'il y a une dissolution, les sondages font qu'ils sont à l'étiage, ils sont entre 10 et 14%, donc c'est l'étiage centriste habituel, donc vraiment, et c'est facilité l'arrivée au pouvoir du RN, etc. Les LFI n'a pas tellement intérêt à la dissolution, parce qu'ils préféraient avoir une élection présidentielle d'abord. Donc ils sont pour la destitution, comme ils le disent. Mais ils peuvent pas ne pas voter la dissolution. Troisième acteur, le RN, qui en principe a intérêt à la dissolution, mais qu'on sent quand même travailler par différentes choses. Donc tout ça fait que globalement, rien
aucune décision ne sera conditionnée par le budget lui-même. Les décisions seront entièrement conditionnées par les arrière-pensées politiques des différents acteurs. Et là, le cornu ne peut rien. Et je crois que le 49.3, c'est très très habile cette présentation qui a été faite, mais le 49.3 ne change rien à l'affaire. Si les socialistes estiment, et c'est leur calcul que tu as analysé d'ailleurs tout à l'heure, si les socialistes estiment qu'ils ont intérêt à la dissolution, c'est pas le 49.3 qui les empêchera, ça conduira simplement les socialistes à faire le choix fatal, le choix de la destruction du gouvernement Lecornu plus tôt. Merci. Heureusement que nous allons pouvoir poursuivre cette discussion dans les échanges avec le public tout à l'heure, ce qui nous permet d'arriver maintenant à notre deuxième sujet, celui de la sécurité européenne face aux menaces russes après les rencontres de Copenhague. L'Europe est soumise à une série de défis. La Russie teste les capacités de plusieurs pays du nord de l'Europe à faire face à des envois de drones sur leurs aéroports. La Russie viole régulièrement l'espace aérien de certains membres de l'OTAN afin de mesurer leur capacité de défense anti-aérienne. Oslo, Copenhague, Munich ont été victimes des mêmes survols de drones non identifiés, contraignant les autorités danoises, norvégiennes et allemandes à fermer provisoirement leur espace aérien au-dessus de certains aéroports. Contrairement aux Ukrainiens, les Européens n'ont guère d'expérience dans le domaine de la lutte contre les drones. Et dans ce contexte, lundi, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, a dévoilé une première cartographie de la préparation 2030, date à laquelle l'Europe doit être prête à se défendre par elle-même en cas d'agression russe. Les analyses des services de renseignement européens convergent. Dans les 3 à 5 prochaines années, la Russie pourrait être en mesure d'attaquer un pays de l'Union européenne ou de l'OTAN si une paix en Ukraine lui permettait de se réarmer et si l'Europe ne pouvait pas compter sur le soutien américain. Les États membres ont identifié 9 domaines capacitaires prioritaires dans lesquels l'Europe doit combler ses lacunes d'ici à 2030, défense aérienne et antimissiles, systèmes d'artillerie, missiles et munitions, cyber et guerre électronique, drones et antidrones, combat terrestre, capacité maritime, mobilité militaire et capacité stratégique habilitante. En vue de renforcer la défense du continent face à la menace russe, les dirigeants des 27 pays de l'Union se sont retrouvés à Copenhague. Les discussions ont porté principalement sur 3 axes: le développement capacitaire conjoint, les projets phares comme le mur de drones ou la surveillance du flanc oriental, et la montée en puissance de l'industrie de défense européenne. Afin d'accélérer la montée en puissance militaire du continent, l'Union européenne a adopté en juin dernier le Security Action for Europe, le SAFE, un instrument financier de prêt de 150 milliards d'euros, environ 100 milliards alloués au flanc oriental de l'Europe, 43,7 milliards pour la Pologne, 16,7 milliards pour la Roumanie, 16,2 milliards pour la Hongrie. Cette concentration géographique reflète une réalité diverse. Chaque pays défend actuellement sa portion de frontière d'une manière légèrement différente, à l'aide de systèmes qui vont du plus sophistiqué au moins élaboré. Cette réunion sans conclusion écrite a permis de décanter des sujets qui seront finalisés les 23 et 24 octobre prochains lors du Conseil européen à Bruxelles, avec pour objectif combler les lacunes et favoriser les acquisitions conjointes pour lutter contre la fragmentation de nos efforts à travers des initiatives nationales non coordonnées. Sur cette question, Lucille Schmitt. Oui, merci Philippe. Incontestablement, le mois de septembre a été marqué par une offensive russe de très grande ampleur. On estime que les attaques à l'égard de l'Ukraine ont augmenté de 40%. On sait qu'il y a 700 000 soldats russes qui sont engagés. Mais ce qui a été aussi très marquant, c'est qu'au mois de septembre, la Pologne a connu sa 9e incursion russe, 9e attaque de drones sur son territoire. On sait que des drones ont également dérangé le trafic aérien en Norvège et au Danemark notamment. On est donc dans une situation où la visibilité de la guerre, c'est plus seulement l'idée d'une guerre froide, c'est l'idée d'une guerre à plusieurs dimensions, autour de cyberattaques, autour aussi de désinformation, par exemple, lors des élections en Moldavie. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, la Russie est à l'offensive contre le continent européen. Et on le sait aussi, Donald Trump a dit qu'il ne paierait plus pour l'Ukraine. Donc l'Europe doit faire face à un certain nombre de nouvelles questions
alors que, on s'en rappelle aussi, dans les années 1950, un des points sur lesquels l'Europe avait discuté pour se créer l'Union européenne, c'était la Communauté européenne de défense, sujet qui a été éternellement repoussé. Aujourd'hui, c'est au sein de l'OTAN que les choses se passent, mais la question de la Communauté européenne de défense se repose aujourd'hui au XXIe siècle. Alors, quelles sont les questions que l'Europe doit aborder ? La première, me semble-t-il, et sur laquelle Ursula von der Leyen, qui a été ministre de la Défense en Allemagne, voudrait bien en fait qu'on passe sans vraiment l'analyser, c'est le fait que les grandes puissances militaires en Europe ne sont pas d'abord toutes dans le cadre de l'Union européenne. On sait que le Royaume-Uni n'y est plus, et puis que la question de la défense est profondément une question nationale sur lesquelles les grands pays européens ont des stratégies qui leur sont propres et sur lesquelles ils ont des moyens qui leur sont propres et des moyens financiers notamment, qui ne sont pas ceux des pays qui sont les plus au contact de la Russie. Quels sont les pays de l'Union européenne qui ont une frontière avec la Russie ? Les pays baltes, la Pologne, il y a aussi bien sûr la Finlande, mais on est donc dans cette situation où au fond la menace immédiate, directe, se situe dans des pays qui ne sont pas les principales puissances militaires de l'Union européenne, et par ailleurs la géographie de la puissance militaire ne recoupe pas la géographie de l'Union européenne. Alors face à ça, qu'est-ce qu'a fait Ursula von der Leyen, qui veut à tout prix incarner cette nouvelle volonté européenne ? Elle a présenté un instrument à Copenhague, elle s'appelle SAFE, avec l'idée d'emprunter 150 milliards, pour emprunter 150 milliards d'euros. Philippe rappelait comment la répartition du gâteau pourrait se faire. Le problème qu'il y a, c'est que face à cette stratégie assez complexe, puisque c'est un document absolument indigeste et qui aborde effectivement l'ensemble de ce que pourrait être une politique de défense à la fois défensive et de prévention de l'Union européenne, il y a eu un vrai scepticisme des deux principales puissances, que sont l'Allemagne et la France. Emmanuel Macron a immédiatement pris position, par exemple, sur la question de l'élaboration d'un mur anti-drone, alors même que c'est cette question des drones qui est la question la plus urgente aujourd'hui, en disant qu'il ne sentait pas que l'élaboration de ce mur anti-drone puisse être efficace avant 3 ou 4 ans. Le ministre de la Défense allemand a également parlé de son scepticisme. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne est aujourd'hui très moteur dans le réarmement de l'Union européenne, mais qu'elle veut en faire un outil aussi de relance de sa machine industrielle qui est grippée. Donc on voit bien que cette question, la stratégie de défense, elle met au sein de l'Union européenne en marche une conflictualité entre les acteurs qui est très puissante. La deuxième question, c'est comment est-ce que l'Europe peut être le plus efficace possible lorsque c'est quand même l'Ukraine qui reste le principal front. Le principal sujet est donc aujourd'hui le sujet financier, lorsque Donald Trump a dit donc qu'il ne financerait plus la guerre en Ukraine. Et là-dessus, également, on a eu des propositions du côté de la Commission européenne, cette question d'utiliser les actifs russes gelés. Et là encore, la discussion se nouera, comme le rappelait Philippe, plutôt à la fin du mois, lors du Conseil européen, qui sera la réunion officielle dans laquelle les choses vont se passer. Mais là encore, des dissensions sont apparues entre Européens. Est-ce qu'il faut vraiment utiliser ces avoirs russes gelés, qui sont quand même de l'ordre de 176 milliards d'euros, et qui permettraient vraiment de financer l'Ukraine ? Est-ce qu'il faut les utiliser ou est-ce qu'il faut respecter les règles en ce qui concerne la gestion des actifs financiers ? Est-ce qu'il faut donner la priorité aux droits financiers ou à la question de la guerre immédiate et à l'efficacité par rapport à ce qui se passe en Ukraine ? Ça, c'est un point essentiel. Je terminerai juste en disant une chose, c'est que aujourd'hui, il faut aussi imaginer que peut-être la Russie est moins forte que ce qu'on imagine. La détermination de Vladimir Poutine est entière, mais rappelez que 220 000 soldats russes ont trouvé, d'après certains médias russes indépendants, la mort dans le cadre de la guerre en Ukraine. Est-ce que la Russie a encore les moyens de mener par ailleurs l'ouverture d'un deuxième front par rapport à l'Union européenne ? Rien n'est moins sûr. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je crois qu'il faut regarder ce problème à travers... Je crois que la question technique est importante, mais ça doit s'analyser, je crois, à travers une crise profonde de la solidarité occidentale qui rend très difficile la mise en place d'une stratégie. D'abord, sur le plan technique, moi j'y connais rien en matière de drones, mais il y a une chose qui me paraît assez claire, c'est que dans la querelle, dans la rivalité traditionnelle de l'arquebuse et de la cuirasse, c'est-à-dire de l'arme offensive par rapport à l'arme défensive, le drone introduit une variation énorme au profit de l'arquebuse. C'est-à-dire que celui qui attaque peut, avec des moyens financiers relativement limités, dans un climat d'anonymat extrêmement propice à toutes les combinaisons, infliger des dommages extrêmement importants
à des puissances qui ne sont pas organisées pour défendre. Et on voit bien que c'est pas avec des patriotes ou des choses comme ça qu'on résiste aux drones. Donc on a un basculement très profond de l'équilibre stratégique européen, et qui nous fait penser. Alors, on s'est toujours un peu gargarisé en France de l'arme nucléaire. Moi, je suis très favorable à l'arme nucléaire française pour des raisons fondamentales, c'est-à-dire que je crois que c'est un moyen de résister à des chantages qui peuvent être ceux de l'Iran si elle avait l'arme nucléaire, ceux de la Corée, ceux d'un certain nombre de puissances, mais que ça n'est certainement pas quelque chose qui est utile, enfin qui sert dans la protection de l'Europe de l'Ouest. Je crois que le problème fondamental, c'est d'augmenter nos capacités de dissuasion conventionnelle. Et ça ne se fait pas dans un cadre, même si je suis partisan d'étendre la protection, mais je pense que l'arme nucléaire ne protège pas plus Strasbourg que Hambourg. Si les Russes interviennent sur le territoire national, ce n'est pas avec l'arme nucléaire qu'on se défendra. L'arme nucléaire, ça permet d'éviter un chantage à des gens qui se servent de l'arme nucléaire. Ça empêche les autres de se servir de l'arme nucléaire. C'est ça. C'est une utilisation, c'est nécessaire, mais c'est très limité. Bon, en revanche, la dissuasion conventionnelle, ça implique un problème d'organisation. Et là, le problème d'organisation, il se heurte, je crois, à deux questions. Une question de périmètre, c'est-à-dire quel est le périmètre pertinent pour organiser une solidarité effective. Et on voit bien et deuxièmement, un problème d'idéologie. Au nom de quoi ? Au nom de quoi allons-nous mobiliser les gens ? Et on voit que là, les forces de l'Ouest traversent une crise identitaire extrêmement profonde et extrêmement préjudiciable. Sur le périmètre, on a l'OTAN. On voit bien ce que M. Trump fait ou ne fait pas, on ne voit pas justement ce qu'il fait ou ne fait pas de l'article 5. Donc on est dans une insécurité complète. On aurait, et l'OTAN comprend en plus dans son sein des membres comme la Turquie, ou la Turquie qui de temps en temps est très 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 vaillante aux côtés de l'Ouest et de temps en temps ne l'est pas. La Hongrie, enfin il y a un certain nombre de forces qui sont un peu désaccordées. Mais c'est surtout les États-Unis qui posent problème. L'Union européenne est totalement traversée. Alors, on pourrait dire, ça peut être le cadre, il y a un article du traité qui le permet, etc., mais elle est traversée par des courants neutralistes ou pro-Poutine dans une large partie de ces États, y compris d'ailleurs potentiellement de la France, qui rend la chose très, très difficile. En plus, ça nous permet pas d'intégrer le Royaume-Uni, qui est essentiel dans un dispositif de cet ordre. Troisièmement, on en revient à la coalition des volontaires. Mais comment les choisir, ces volontaires ? Et ça veut dire que là, on revient à une organisation interétatique classique qui, en plus, n'arrange pas tout le monde, parce que l'organisation interétatique actuelle, c'est l'OTAN. Donc, on est dans une situation de très grande difficulté périmétrique. Mais l'essentiel, à mon avis, est ailleurs, et je terminerai là-dessus. L'essentiel, c'est l'idéologie. Je crois que ce qui faisait la force de l'OTAN, c'était la solidarité des deux rives de l'Atlantique autour d'une certaine idée de la démocratie, de la liberté, des droits de la personne. Alors, évidemment, on n'est jamais parfait, hein. On fait des trucs un peu bizarres, quand même au nom de ces là. Mais enfin, c'était le ciment depuis Harry Truman, depuis Eisenhower, c'était le ciment de notre relation. Or là, ce que je veux dire, je l'ai dit l'autre jour dans un message que j'ai passé à mes amis du Modem, parce que je n'ai pas pu aller à leur réunion, et nous avons une très grande incertitude sur le point où en est exactement Donald Trump. Et je crois qu'il y a quelque chose de... J'ai écouté hier réplique de Finkielkraut. Il avait invité le patron du Grand Continent qui avait dit quelque chose de très remarquable, à mon avis, et que je pense qu'il formulait, c'est que Trump est un peu dans la même situation que Gorbatchev il y a 30 ans, c'est-à-dire qu'il ne croit plus aux valeurs de son camp.
Il ne croit plus aux valeurs de son camp. Gorbatchev, quand il a sorti son American Express à Londres, ça veut dire qu'il ne croyait plus au système socialiste. Et actuellement, on le voit bien en politique intérieure, en politique extérieure, Monsieur Trump est totalement indifférent au discours libéral. Et même, il encourage chez nous des forces, notamment en Allemagne, il encourage des forces qui sont de l'autre côté. Et donc, on a ce ferment idéologique qui manque, et ça s'est terminé quand même très mal pour l'Empire soviétique avec Gorbatchev. Et là, cette dissolution du lien fondamental idéologique qui est à la base de la solidarité des puissances de l'Ouest, c'est un poison qui peut se révéler mortel. David Chase. Jean-Louis a dit quelque chose de très important. Nous avons trop surestimé la dissuasion nucléaire et nous avons trop investi stratégiquement dans la dissuasion nucléaire. Dans son très bon livre, le journaliste spécialiste des questions de défense, Jean Daumerché, expliquait que quand deux puissances nucléaires s'affrontent, eh bien, des guerres conventionnelles terribles peuvent se dérouler sous le parapluie nucléaire. Et ça, c'est quelque chose que les Russes ont bien mieux compris que les Européens, qui consacrent 7,2% de leur richesse nationale à l'effort militaire et en particulier à financer les guerres conventionnelles, qui ont une capacité de production de 1500 chars par an, de 2350 missiles, de 3 millions d'obus et de 60 000 drones. C'est-à-dire que toute l'économie russe est une économie, c'est pas le complexe militaro-industriel, mais c'est le complexe militaro-énergétique. C'est-à-dire que l'extraction et l'exportation d'hydrocarbures, parfois par des circuits détournés, sert à financer un gigantesque effort pour la guerre conventionnelle. Et un des problèmes que nous avons en Europe et singulièrement en France, c'est que comme toute notre réflexion est happée par la dissuasion nucléaire, nous avons oublié que des guerres conventionnelles pouvaient revenir demain sur le continent, et elles se déroulent déjà en Ukraine. Et ce qui s'est passé pendant tout le mois de septembre, avec quand même des incursions de drones dans plusieurs pays d'Europe de l'Est et d'Europe du Nord, 10 septembre, 21 drones russes sur l'espace aérien polonais, 13 septembre, incursion d'un drone russe en Roumanie, 22 et 27 septembre, survol de drones non identifiés au Danemark et en Norvège, fermeture des aéroports de Copenhague et d'Oslo, 19 septembre, 3 avions militaires russes qui violent l'espace aérien estonien. C'est pas de la dissuasion nucléaire, c'est de la guerre conventionnelle, c'est des manœuvres militaires de guerre conventionnelle. Et donc, il me semble que l'enjeu, avant d'être financier, parce que l'Union européenne adore annoncer la création d'instruments financiers, de prêts relais, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure sur le budget français. On peut créer des prêts, des subventions et des instruments financiers, mais encore faut-il faire un peu de stratégie et savoir exactement quelles sont les guerres de demain. Et là, il me semble que nous avons une réflexion en Europe qui est très en retard par rapport à la Chine et aux États-Unis, mais aussi à la Russie. Pourquoi ? Nous votons régulièrement, tous les 5 ans, des lois de programmation militaire pluriannuelles qui, me semble-t-il, consistent essentiellement en un compromis de basse intensité entre les différents systèmes d'armes, à reconduire à peu près les grands équilibres de ces différents systèmes d'armes sans tenir compte du changement fondamental de la nature des menaces et de la nature de la guerre. Et s'il y a bien un pouvoir qu'il a compris, ce sont les oligarques de la tech qui entourent Donald Trump aujourd'hui, des gens comme Peter Thiel ou comme Karp, qui est le président de Palantir, qui disent que les guerres sont aujourd'hui de plus en plus hybrides. Elles sont des hybrides de technologies militaires classiques et de technologies numériques et d'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, la volonté des oligarques de la tech de la Silicon Valley, c'est petit à petit d'absorber le complexe militaro-industriel et en gros que Palantir ou Tesla remplacent ou SpaceX remplace ce qu'étaient Boeing et Lockheed Martin. Donc il y a une hybridation entre technologie numérique et technologie militaire classique. Il y a aussi une hybridation entre le civil et le militaire. Ça, c'est quelque chose que les Russes ont parfaitement compris avec leur pratique de la guerre hybride, l'analyse des mouvements d'opinion, les déstabilisations qui sont faites sur les sociétés civiles et les opinions. Et donc si nous voulons demain préparer les guerres auxquelles nous allons devoir faire face dans les années à venir, il faut pas simplement annoncer des instruments financiers à 150 milliards d'euros, mais il faut une véritable stratégie. Et donc, au fond, c'est comme pour le budget. Vous voyez qu'il y a un lien entre les deux conversations.
c'est bien d'annoncer des rafistolages et des instruments financiers. C'est plus important d'avoir une véritable stratégie. Antoine Fouché. Pour prolonger ce que vient de dire David, parce que je pense que c'est le point essentiel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on produit, comment on se défend. Je voudrais repartir des déclarations récurrentes de Mark Rutte, pardon pour la prononciation, le secrétaire général de l'OTAN, qui tout au premier semestre 2025 disait un peu partout en Europe et en fait dans le monde, attention à ne pas nous illusionner sur notre puissance, nous occidentaux ou nous OTAN, parce que sur le papier, nous sommes 25 fois plus puissants que la Russie. Le PIB de l'ensemble des pays de l'OTAN, c'est 50 000 milliards de dollars. Je pense qu'il exagère un tout petit peu, mais même si on met 40, fait 40. Et la Russie, c'est 2000. En revanche, phrase d'après, la Russie, par an, pour l'instant, donc 2024, dernier chiffre, produit 4 fois plus d'armes que l'OTAN, tout compris, y compris les États-Unis. Donc on a un ensemble qui est 20 fois économiquement plus puissant et qui est 4 fois inférieur en production d'armes. Quand on prend ces ordres de grandeur-là et qu'on regarde ce que ça donne au niveau européen, le PIB européen, c'est 20 000 milliards de dollars par an, à peu près. Si on dit que l'Europe, j'ai pas trouvé les chiffres là-dessus, mais si on dit que l'Europe, c'est à peu près 50% de l'OTAN en production d'armes, c'est-à-dire ensuite, quand on sort l'OTAN en production d'armes, il reste les États-Unis, le Canada et la Turquie, en grande puissance qui font les armes. Ça veut dire qu'on a face à nous un ennemi ou une puissance hostile, en tout cas, avec laquelle on a 2200 kilomètres de frontières, qui est à 400 kilomètres de Berlin. Kaliningrad, c'est 400 kilomètres de Berlin. 1300 kilomètres de la frontière française, pour prendre juste être un peu européo-centré sur l'Ouest. Et le rapport de force, c'est une économie qui est censée être 10 fois plus puissante, et par an, on produit 8 fois moins d'armes. Donc si j'exagère, ils font en un mois ce que nous on fait en un an. C'est 1 à 12, donc j'exagère un peu. Mais l'ordre de grandeur est celui-là. Et si jamais il y a un conflit armé et que les États-Unis nous lâchent, là on a vraiment un vrai problème, me semble-t-il, et c'est ce problème-là qu'il faut traiter, c'est que on a beau être une économie 10 fois plus puissante, si notre économie elle fait des voitures et des machines à laver, pendant que l'économie d'en face qui nous fait la guerre, ils font des missiles, des drones, des avions et des obus, même s'ils sont 10 fois moins puissants sur le papier, à la fin, on préfère pas tenter quand même le conflit armé. Et il y a me semble-t-il, un instrument ou une arme qui symbolise ça, c'est les drones, ce qu'a dit David tout à l'heure, sur la supériorité industrielle des Russes là-dessus. Ils font, d'après les chiffres officiels, alors, parce que évidemment ça c'est difficile de savoir, mais ce qui traîne, c'est à peu près 3 millions à 4 millions de drones produits l'année dernière. Pareil que l'Ukraine, ce qui explique la stabilisation du front aussi. Et nous, Européens, tous les Européens compris, on fait 250 000 drones par an. Donc notre sujet, me semble-t-il, c'est pas un sujet financier, pas un sujet économique, c'est un sujet industriel de créer, de produire les armes dont on a besoin si un jour, dans les années qui viennent, on a effectivement besoin de faire une guerre conventionnelle ou en tout cas de se défendre conventionnellement sur une guerre. Et là-dessus, on n'y est pas du tout. Ça, juste une minute, Philippe, ça va nous poser un problème quand même, ce qui est très intéressant aussi, ça va nous poser un problème sur l'articulation, et Jean-Louis en a parlé aussi, l'articulation entre les États membres et l'Union européenne et la Commission européenne. Parce que nous, tout seuls, chaque pays isolé, on n'y arrivera jamais à faire face. Donc, on est obligé de se mettre ensemble pour que la force fasse la puissance. Simplement, la défense n'a jamais été, et on n'a jamais envisagé d'en faire une compétence, enfin, on n'a jamais envisagé, c'est pas vrai, n'a jamais été dans les traités une compétence commune. Et là, on arrive à un moment de vérité où la Commission, me semble-t-il, pour une fois, au nom de l'urgence, prend des initiatives et impulse un mouvement de réindustrialisation et de production d'armes dans l'ensemble de l'Union européenne pour pouvoir faire face. Et les États membres freinent, France comprise, pour dire attention, non, ça c'est une compétence nationale, donc n'y touchez pas. Et donc la Fédération d'États-nations, dont Delors a parlé, tel qu'il est, je me semble-t-il, c'est la moins mauvaise définition de l'Europe qu'on ait faite depuis plusieurs décennies. Est-ce qu'elle va résister à ce moment de vérité-là existentiel en fait pour l'Europe? C'est-à-dire, est-ce que on peut construire
faire face à une menace qui maintenant est concrète et réelle et à nos frontières, en discutant sur des enjeux institutionnels, alors que ce qu'il faut, c'est de toute façon que ça se passe par la Commission, que ça passe par un interétatique, on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est produire les armes si jamais on entre en guerre conventionnelle dans les années qui viennent. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves, qu'ils vont devoir être tout à fait brèves, et nous aurons, grâce à Dieu, la possibilité d'échanges avec le public pour prolonger la conversation sur nos deux sujets. Je vais donner l'exemple moi-même en recommandant l'Histoire de l'Europe, le tome 2 de l'Histoire de l'Europe aux éditions Passé Composé, tome 2 qui est dirigé par Xavier Hélary. C'est l'Europe entre le 5e et le 15e siècle, entre le moment où l'Empire romain s'effondre et où tout se disperse en une espèce de kaléidoscope de royaumes divers, et le moment où l'Europe a tout à coup pris conscience d'un espace commun autour de valeurs communes et se met d'ailleurs à partir à la recherche du reste du monde ou à la conquête du reste du monde. C'est un très beau volume, très joliment illustré et très instructif, et d'autant plus agréable à lire que nous ne savons plus du tout dans quelle espèce d'Europe nous sommes, comme les uns et les autres viennent de le dire, et c'est donc très agréable de savoir qu'il y a eu une espèce d'Europe avant nous dont on pouvait savoir de quoi elle était faite. David Jays. Oui, je voudrais vous recommander un livre qui va sortir dans quelques jours, qui est un livre de Dan Wang. Dan Wang, c'est un citoyen chinois qui est maintenant aux États-Unis. Et ce livre s'appelle The Engineering State. J'espère qu'il sera traduit en français. Si je vais tout faire pour que ça le soit. Dans lequel il montre que les raisons profondes du succès de la Chine depuis ces 30 ou 40 dernières années, c'est que la Chine a fait ce que les États-Unis avaient su faire au moment de la Seconde Guerre mondiale et que l'Europe a su faire au moment de la reconstruction, c'est-à-dire adopter une vision d'ingénieur dans toutes les strates de l'État. Et il y a des chapitres absolument passionnants, y compris sur le caractère épouvantable de ce modèle de la vision d'ingénieur. Par exemple, il y a un chapitre passionnant et fondamental, à mon avis, sur l'ingénierie sociale et la politique de l'enfant unique. C'est-à-dire que la politique de l'enfant unique, qui a été un succès opérationnel, a été une horreur absolue du point de vue de l'équilibre des familles, du point de vue du contrat social chinois, a été très mal vécue dans les provinces chinoises, mais n'a été réussie par l'État chinois que parce qu'ils avaient cette vision très ingénieur du monde. Et de la même manière, il y a des passages passionnants sur l'origine de l'industrie automobile électrique. Rappelez-vous que les économistes très savants qu'on entend encore dans les médias aujourd'hui nous disaient que la Chine était un pays d'imitation, qui n'arriverait jamais à rentrer dans l'innovation, qui c'était bon pour voler les technologies des autres, faire des micro-ondes et des machines à laver, mais qui ne saurait jamais maîtriser la technologie sophistiquée de l'automobile. Aujourd'hui, c'est la première puissance automobile du monde et ils ont créé une filière de zéro. Donc c'est un livre passionnant parce qu'il dit l'Europe et les États-Unis ont abandonné cette dimension ingénieur au profit de ce qu'il appelle en anglais une vision du monde qui est lawyerly, c'est-à-dire uniquement centrée sur l'état de droit, sur les procédures judiciaires, sur le rôle du juge. Et la conclusion de Dan Wang est très nuancée puisqu'il dit il ne faut pas adopter une vision du monde pour l'autre, il faut que l'Europe et les États-Unis redeviennent un peu plus engineers sans abandonner leur engagement pour l'état de droit et leur attachement à la démocratie libérale. Et en revanche, il faut que la Chine, qui a cette capacité d'ingénieur, adopte un peu plus les standards de l'état de droit. C'est réclamé par la population aussi. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je voudrais faire un témoignage assez personnel parce que le petit-fils d'Antoine Veil, Aurélien Veil, vient de publier un livre signé d'Antoine Veil, Il est toujours plus tard qu'on ne croit, qui sont les chroniques que Antoine a donné tout au long de sa vie. Et je dois dire que j'ai bien connu Antoine Veil. Je veux préciser que c'est le mari de Simone Veil. Je l'allais dire. Et d'ailleurs, le premier chapitre s'appelle Le mari de Madame, qui recevait des invitations en disant nous sommes heureux d'inviter Monsieur Simone Veil. Bon. Mais je l'ai donc bien connu quand j'ai accompagné, notamment dans sa démarche européenne, Simone. Et je dois dire, il a été très très précieux quand j'ai perdu ma femme. Il a eu pour moi vraiment un soutien. Il a été pour moi un soutien moral, psychologique, qui faisait que même Jean se piquait de jaloux en rappelant qu'il avait quand même 2 autres fils. Mais donc c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai lu ça, et je trouve que on doit penser à Antoine Veil autrement que comme le mari de Madame, précisément, pour le dire. Alors, ça a été accentué parce que il est allé au Panthéon en même temps que Simone Veil. En réalité, c'est une personnalité très attachante,
d'abord d'un très grand niveau. Inspecteur des finances, c'est déjà pas si mal, hein, même si pas mal d'inspecteurs des finances déçoivent. Mais ceci ne concerne en rien David James. Il a surtout été, et toutes ses chroniques le montrent, un militant extrêmement actif, constant de la cause européenne, du rapprochement franco-allemand, et chose qui est à la fois aussi nécessaire qu'oubliée aujourd'hui, du rapprochement entre des forces politiques. J'étais membre de ce club, il avait créé le club Vauban, où il réunissait ce qu'il appelait des partageux et des parcimonieux, c'est-à-dire la gauche et la droite, une fois par mois, et nous discutions dans une atmosphère extrêmement sereine des grandes affaires du pays, ce qui effectivement nous change de maintenant, où les gens discutent dans une atmosphère pas du tout sereine des petites affaires de leur boutique. Lucille Schmidt. Oui, alors moi, je pense que je vais changer l'univers culturel de cette émission parce qu'on a beaucoup parlé de défense, de technologie, de cyberattaque, etc. Et moi, je voulais vous recommander un livre écrit par Mathias Bonneau qui s'appelle Bûcheron, paru aux éditions du Seuil. Alors, Mathias Bonneau, c'est un livre qui traite à la fois, j'allais dire, de transmission parce que il est fils d'agriculteur dans le Tarn. Et son grand-père a planté une forêt, son père l'a exploitée, et lui veut fuir, évidemment, si je puis dire, cette famille étouffante. Il devient architecte. Et il revient à la forêt. Et dans ce livre assez remarquable, qui est à la fois romanesque et au fond témoignage, il explique comment il va retrouver au fond l'âme de son père dans cette forêt, mais comment il va faire différemment. Et il s'intéresse beaucoup à la fois à la question des arbres, de la biodiversité, et à la question de la technique. Il y a des passages remarquables sur qu'est-ce que c'est qu'être un bon bûcheron. Et ce qui est très intéressant, c'est que le bûcheron abat les arbres. Mais pour les abattre correctement, évidemment, il faut qu'il connaisse l'arbre, il faut qu'il connaisse la forêt. Et je trouve que c'est un très très beau plaidoyer, très concret et très incarné sur la protection de la nature. Antoine Fouché. Oui, comme beaucoup, moi, il me semble que le monde qu'on a devant les yeux est particulièrement effrayant. On a fait plusieurs émissions là-dessus, et parce que nous Européens, au XXIe siècle, on est un tournant de notre histoire. On est là déjà un peu dominé militairement, technologiquement, démographiquement. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste la volonté et surtout ne pas l'action par rapport à ça. Et ça m'a fait penser à un très beau poème de Tennyson, Alfred Tennyson, le poète romantique anglais, qui s'appelle Ulysse. Et je voudrais lire juste 5 vers, si c'est possible, Philippe. Please proceed. Please proceed. Please yourself. Alors, je vais essayer, oui. We are not now that strength which in old days moved earth and heaven, that which we are, one equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will, to strive, to seek, to find, and not to yield. Merci, vous m'avez rappelé un épisode dans lequel mon professeur d'anglais, après que j'ai fait un exercice beaucoup moins réussi que celui que vous venez de faire, m'avait dit « Est-ce que vous pourriez nous le dire en anglais maintenant ?» Et pourtant, je me suis entraîné, Philippe. Hein. Mais non, mais je saluais Cette prise de risque. Je remercie l'école alsacienne qui nous accueille et son directeur, Pierre de Palafieux. Je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée. Benoît Carré qui rédige le compte-rendu analytique, autrement dit le compendium. Je remercie Arnaud Galabé et Christian Sory, grâce à qui cette conversation a été enregistrée. Nicolas Tourneau qui veille au site, tandis que Olivier Magloire s'occupe de répondre aux questions qui concernent le financement et ses plateformes. Nouvelles écoutes qui nous produit. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour les échanges avec le public et je vous donne rendez-vous mercredi pour la diffusion de ces échanges avec le public et puis dimanche prochain, bien sûr, pour un nouvel esprit public. Merci beaucoup.